félicitations. Cela va de soi, je suis content d'être avec toi. Vous êtes journaliste, écrivain aussi. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman tout neuf à la fin de cet entretien. Vous êtes également éditeur du journal Le Populaire. Pape Samba Kane, le président de la République Macky Sall, a reçu hier des mains du président du CNRA le rapport 2014 du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et le chef de l'État a dit son opposition à la dépénalisation du délit de presse tout en appelant à voter le projet de code de la presse. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président de la République? Merci Mamoudou de me poser cette question parce que c'est l'occasion que tu me donnes de dire que je n'ai jamais compris qu'à cause de cette clause sur la dépénalisation, on ait retardé le vote de ce code de la presse qui, par ailleurs, contient d'autres clauses qui sont des clauses importantes pour l'avancement de la profession et la consolidation des entreprises de presse. Je ne comprends pas que les gens se soient crispés sur ça parce que pour moi, ce n'est pas essentiel. Et je suis entièrement d'accord avec le président de la République, pas ceux qui, avant lui, alimentaient ce truc, les journalistes veulent être au-dessus de la loi. Ce n'est pas la question. C'est pas la question. Mais aussi, je crois que le débat a été mal posé. D'abord, la déprisonnalisation. Absolument. Vous avez un autre mot. Justement, vous avez vu juste, à l'époque, au cours des concertations, des confrères ont tenu quand même à faire le départ entre la déprisonnalisation et la dépénalisation. Au fond, la pénalisation existera toujours sous forme de sanctions pécuniaires. C'est la sanction qui change. Absolument. Et qui soustrait les journalistes de la prison. Le Sénégal n'est pas un pays où les journalistes entrent et sortent de prison pour que cette question empêche d'autres avancées tout aussi importantes de mon point de vue. Le Sénégal n'a pas une tradition de pays où l'on met les journalistes régulièrement en prison. Et je suis très bien placé pour en parler. Je suis journaliste, c'est vrai, depuis trop longtemps. J'ai fait 15 ans dans la presse satirique. Une presse très exposée à ce type de choses, la plainte, Cafard etc. libéré, oui. Cafard libéré, le politicien, etc. Durant, pour laisser tomber le politicien qui est la préhistoire, durant l'histoire de cette période-là, le cafard libéré, nous sommes allés souvent devant les tribunaux. Nous n'avons jamais été condamnés qu'une seule fois avec une peine assortie du sursis. C'est la peine la plus sévère qu'on ait jamais endurée. En ce moment, quand on allait au tribunal et que notre avocat, pour l'histoire, c'est aujourd'hui le garde des Sceaux, Maître Kaba, qui avait son cabinet à Thiès, n'était pas encore arrivé. Tous les avocats qui étaient alentour se constituaient tout de suite, immédiatement. Je les connais tous, je les ai connus de cette façon-là. Alors, mais les condamnations... Ce respect-là, les juges aussi le portaient aux journalistes tellement que chaque fois qu'on était vraiment en faute et qu'il était très difficile de nous défendre du point de vue du fond, nos avocats plaidaient la bonne foi et étaient suivis par les juges. Et ça, si nous obtenions ça, je parle de nous, pas en tant que cafard libéré seulement, parce qu'il y avait d'autres journaux aussi qui allaient au tribunal de temps en temps, le Témoin, Sud, etc. Et les condamnations étaient extrêmement rares et il n'y a jamais eu de peine ferme de prison contre un journaliste. Qu'est-ce qui a pu changer pour qu'aujourd'hui les journalistes aient peur de la prison? Justement, les peines de prison infligées aux journalistes au cours de ces dernières années l'ont été moins pour des délits de presse que des problèmes de mœurs. Presque de banditisme. Si on parle de la dernière actualité, c'est quelqu'un qui a été condamné parce qu'il aurait exercé de la violence, du chantage, etc. Des menaces sur des gens, sur des personnalités. Ça, moi, je ne me reconnais pas dans ce type de démarche. Si un journaliste va en prison parce qu'il a commis ce type de délit, je ne suis pas solidaire de lui. Je veux dire, ma confraternité s'arrête aux questions qui touchent à la profession. Mais si vous si vous commettez un délit de mœurs, un délit pénal de type crime, etc., bon, je peux compatir, mais franchement, je n'exposerai pas la profession en disant je suis solidaire parce qu'il est journaliste. Que faut-il faire pour dépassionner le débat et arriver au vote du code de la presse qui est dans les tiroirs depuis 2010? C'est essayer de considérer ce que je suis en train de dire. L'exercice de la profession de journaliste n'est pas naturellement
quelque chose qui mène directement à la prison, n'est pas quelque chose qui doit mener à la prison. Il faut donc l'extirper du texte. Oui, je crois. Pour le faire voter. Parce que d'abord, il plombe le texte qui a d'autres vertus. Oui, comme le statut du journaliste, comme l'entreprise de presse, le financement de l'audiovisuel. Etc. Oui. Il y a d'autres choses sur le nouveau code de la presse qu'on peut discuter. Parce que aussi, mettre les entreprises de presse en demeure d'employer des gens qui sont bien formés sans pouvoir les payer, ça ne sert à rien aussi. Très bien. On va parler de politique, si vous le voulez bien. D'abord, la controverse autour de l'élection à la présidence de l'Union des associations et des élus locaux de Aliou Sall, jeune frère du président de la République. Lui, Aliou Sall, est maire de la ville de Guédiawaye, président de l'association des maires du Sénégal. Mais dans la foulée, il a démissionné de la tête de l'UAL. Quelle analyse vous faites de cette controverse? D'abord, l'origine de cette controverse part de ce que chaque fois que la famille d'un chef d'État est mêlée de près ou de loin aux affaires publiques, surtout que l'entrée de cette famille dans les affaires publiques n'est intervenue qu'après qu'il soit devenu président, ça a créé des problèmes. Ça a créé des suspicions, des machins, etc. Ça, c'est l'origine de l'affaire. Maintenant, j'ai entendu Aliou Sall, que je connais très bien, s'expliquer hier et dire qu'il démissionne justement parce que c'est compliqué, etc. J'en ai assez, je démissionne. Le fait d'être le petit frère du président me gêne beaucoup, etc. Je crois qu'il a peut-être bien fait de démissionner, mais dans ses propres explications, je trouve le lieu, effectivement, justement, parfois, d'insister pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien qui touche au fait que je sois proche du président de la République. Il a bien expliqué que cette présidence, elle est tournante entre le président de l'Association des maires du Sénégal, qu'il est déjà, et je crois l'association des présidents de conseils départementaux, si je ne me trompe pas. Pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Non, il n'y avait surtout pas de quoi démissionner après que le problème ait déjà existé. Certains maires, justement, disent qu'il doit garder. Mais je peux comprendre cette humeur. Aliou est jeune et je crois que c'est assez énervant quand on se croit porteur de compétences, de représentatifs, etc., que tout ce que vous fassiez soit vu sous l'angle du fait que vous êtes sous la tutelle du président de la République. Mais ça tient à ce que j'ai dit. La source, c'est que c'est très compliqué toujours. Beaucoup de positions divergentes au sein de la coalition au pouvoir. Le Parti socialiste a demandé récemment au président Macky Sall de convoquer le peuple pour un référendum avant 2015 au lieu de le tenir en mai 2016 sur la réduction de la durée de son mandat. Dans quelle mesure pourrait-on comprendre ces grincements de dents du Parti socialiste, presque cette injonction, cette pression qu'il met sur le président Macky Sall? Objectivement, je crois qu'ils essaient un peu de rationaliser leur compagnonnage avec le président. Un jeu d'équilibre quand même. Mais c'est normal, la politique c'est ça aussi, c'est l'art du possible, c'est l'art du réel, etc. C'est délicat à tenir, non? C'est délicat, c'est très compliqué. D'autant plus qu'ils ont dit qu'ils auront un candidat autre que le président Macky Sall, qui est le chef de la coalition. Et dans la dernière demande exprimée au président, c'est de dire cela doit être fait pour qu'on sache à quelle date la prochaine présidentielle va se tenir pour mettre les candidats sur le même pied. C'est vrai qu'on peut penser que le référendum est très proche de la présidentielle si le mandat est de 5 ans et que de ce point de vue, effectivement, quelqu'un peut se demander est-ce que moi je serai assez préparé? Mais peut-on reprocher en politique à quelqu'un comme Macky Sall, président de la République, mais certainement futur candidat à sa réélection, de lui-même faire des calculs du genre, ce référendum, je le place à un endroit où, si je l'emporte, sur la lancée, ça peut me permettre d'engranger, de me mettre en pôle position par rapport à l'élection présidentielle. Et c'est justement ça... Ce qui n'est pas bon quand même pour les fondamentaux, non, de la démocratie, de la République.
Bon, il y a depuis très longtemps qu'au Sénégal, les fondamentaux de la démocratie sont interrogés, bousculés, parfois de façon remise en cause d'ailleurs, si on pense à l'ancien régime et cette sorte de monarchie démocratique qu'on avait voulu nous amener avec les réformes que le peuple a refusées le 23 juin. Vous voyez le PS vraiment présenter un candidat face au président Macky Sall? Je ne vois pas le PS ne pas présenter de candidat face à n'importe qui. Le Parti socialiste est un parti qui n'appartient à personne. D'abord, ne pas décider, non, nous ne serons pas candidats. Parlons de l'opposition maintenant, entre la succession du président Wade au niveau du PDS, qui est toujours problématique, dans la foulée, la désignation de son fils qui est emprisonné pour 3 ans à la candidature, comme candidat à la prochaine présidentielle. À côté, les tournées d'Idrissa Seck. Faut-il l'enterrer ou il faut encore compter avec lui? On commence par Idrissa Seck. Idrissa, si vous voulez. Je crois que l'enterrer serait aller trop vite en besogne. L'électorat sénégalais, parce qu'en fait il s'agit de cela, est assez, je ne vais pas dire versatile, je n'ai pas d'expérience pour ça, mais en tout cas surprenante, on peut le croire. L'illustration la plus parfaite de cela, c'est l'élection de Macky Sall, qui avait créé un parti 3 ans avant l'élection, qui lui-même était dans le système et n'en est sorti que 3 ans avant, et qui est devenu président de la République dès la prochaine élection, avec le score que l'on a vu. En plus, les gens ne le soulignent pas souvent, après avoir fédéré des gens derrière lui qui connaissent mieux Abdoulaye Wade, qui sont, bon, c'est vrai qu'Abdoulaye avait un peu chahuté son pouvoir, c'est vrai, qui ont été des compagnons politiques, même adversaires de Wade, et qui auraient dû être plus à l'aise avec Wade qu'avec lui. Mais tous l'ont suivi, y compris la gauche. Et certains observateurs qui disent que Idriss Seck fait un peu du suivisme, qu'il suit les pas du président Macky Sall. Je ne vois, d'ailleurs, je ne vois pas quel mal il y aurait, j'ai vu certains de ses lieutenants nier cela, mais je ne vois pas quel mal il y aurait à voir ce qui a marché pour quelqu'un avec qui vous avez un peu le même parcours, la même trajectoire politique. Et puis, Idriss Seck, pour revenir à ta question première, il ne faut jamais dire jamais. On a dit tout le temps qu'il a du talent, et si jamais il se met dans une position à revenir, il reviendra armé de ce talent. Wade, on ne comprend pas trop comment il se comporte. Succession de Wade, emprisonnement de son fils, pourtant candidat du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est justement Wade, je disais tout à l'heure, il a chahuté son pouvoir, et surtout il a chahuté la fin de son pouvoir, donc sa sortie. En toute chose, c'est la fin qui est importante. Si vous êtes un moment riche et qu'à la fin vous êtes pauvre, vous oubliez même que vous avez été riche. Si vous êtes bon et qu'à la fin vous devenez un type moche, mauvais, on oublie ça, etc. Donc Abdoulaye Wade a fait en sorte que son pouvoir s'est complètement désagrégé. C'est quand même une situation assez surréaliste au sein du PDS. Mais c'est Wade qui reste toujours, malgré son grand âge, c'est pire son que surréaliste. fils qui est désigné candidat alors qu'il est en prison. Ça montre que Wade, effectivement, ce qu'il vit, n'importe qui d'entre nous vivrait cela serait un peu désarçonné, mais ça montre que Wade est un peu déboussolé et qu'il pose des actes qui n'ont aucun sens sur le plan politique, parce que le combat qu'il mène pour libérer son fils, le faire libérer, lui rendre la vie plus facile en prison ou le faire libérer d'une façon ou d'une autre, il peut mener ça en restant... Je crois qu'il resterait ancien chef d'État avec ce seul statut, cette aura. En oubliant le PDS, il aurait, de mon point de vue, plus de moyens de régler le cas de son fils. Et le PDS devrait se chercher un autre candidat. Mais le PDS devrait effectivement, certainement se chercher un autre candidat. Très bien. Merci Pape Samba Kane, mais je vous avais promis quand même de parler de votre roman. Alors, Pape Samba Kane, Sabarou Djiné, Les Tam-Tam du Diable. Et c'est un roman, cette fois-ci, paru aux éditions Faute Brousse. La séance de dédicace ce sera très prochainement. Mais bon, les Tam-Tam du Diable, les êtres humains, y sont-ils conviés? Une fois, quand j'ai dit à une amie le titre de mon livre, Sabarou Djiné me dit Sabarou Djiné, j'ai dit attends de voir. Attends, c'est Sabarou Djiné de toute façon. Attendez de voir. Mais c'est un livre qui parle de beaucoup d'autres choses. Amadou Lamine Sall, dans son interview au Soleil le 11 mars, disait que c'est un livre qui n'a pas une thématique, mais des thématiques. Ça part de l'art, de la poésie, de la philosophie, et ça raconte une histoire, et ça a des relents biographiques. Souvent, les romans biographiques
sont des fictions au service d'une réalité. Ici, j'ai l'impression que j'ai essayé de renverser les choses. La réalité est totalement au service d'une fiction complète. D'ailleurs, si vous regardez l'avertissement que je titre travestissement, c'est un peu mes tics de journaliste satirique. Oui. J'explique que cette réalité-là, elle est juste fantaisiste, quoi. À lire donc. Merci Pape Samba Kane d'être venu au JT de TFM. Pape Cheikh Diallo, je te retourne l'antenne. Et puis demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Je vous retrouve vendredi, Inch'Allah. Bonsoir chez vous.